Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire sur la toute nouvelle plateforme Diagast Live et merci pour votre inscription. Aujourd'hui sur cette plateforme, vous verrez le webinaire en direct et vous pourrez également regarder des vidéos démonstrations de nos dernières innovations produits. Vous pourrez également discuter avec l'équipe Diagast en direct. Le webinaire en direct va commencer dans quelques minutes. Nous attendons tous les participants. Donc, je vous demande encore quelques instants de patience. Alors, un petit rappel, utilisez le chat à droite de l'écran pour poser toutes vos questions à Monsieur Le Pendu. Il vous répondra à la fin de sa présentation puisque nous aurons une session questions-réponses. Donc, n'oubliez pas qu'avant et après le webinaire, vous pouvez vous rendre sur le stand de Diagast, le stand virtuel, et vous pourrez poser vos questions aux personnes de Diagast qui seront là pour y répondre en vidéo également. Donc, je pense qu'on va pouvoir démarrer le webinaire. Donc, allons-y. Bonjour Laurent, je te laisse présenter notre expert, Monsieur Le Pendu. Oui, avec plaisir. Également, bien évidemment. Ok, bonjour, bienvenue à tous et puis grand merci pour votre inscription à ce webinaire. Donc, mon nom, je vais me présenter directement. Mon nom est Laurent Soufflet, donc je suis responsable de l'innovation chez Diagast. Également en charge de la veille technologique qui nous permet de compiler différentes données des bases bibliographiques et des bases de données qui sont sur surveillance afin de mettre à jour nos documentations de Scientific Validity Reports et de Clinical Performance qui rentrent dans le cadre de la post-marketing surveillance, dans le cadre de l'IVDR qui est une nouvelle norme qui va être mise au point dans quelques semaines. Mais enfin, on n'est pas là pour parler de ça. Donc déjà, c'est un grand honneur pour moi d'introduire ce premier webinaire de la plateforme Diagast Live. Et j'espère que ce type de manifestation puisse représenter une vraie valeur ajoutée pour les gens qui ont la chance d'y participer. Alors pour faire assez rapide, puisque le temps n'est pas extensible, on a vécu une expérience encore aujourd'hui dans certaines régions du monde, une période très spéciale qui a impacté nos vies, nos organisations professionnelles et pour certains d'entre nous, même au niveau familial ou individuel. Donc de ce fait, quand on a commencé à réfléchir au contenu de la plateforme et ce qu'on pourrait mettre dessus, on a voulu, c'était au début de l'année 2021, on a voulu participer à l'effort collectif pour essayer de combattre le virus. Et il nous semblait que le fait de diffuser au maximum les connaissances de pointe qu'il pouvait y avoir sur ce virus, tout en restant dans notre domaine d'activité qui est le groupage sanguin, était la meilleure manière de participer à cet effort collectif. Donc on a décidé de dédier en fait le temps qui était disponible sur cette plateforme à ce sujet, en particulier à notre activité naturelle de commercialisation de réactifs de groupage. Alors, on ne va pas s'intéresser ici à tout ce qui tourne autour des plasmas, des convalescents, etc., puisque ça a déjà été débattu assez fortement au cours de l'ISBT. Je pense que prochainement, pour les franco-français, la SFTS qui arrive va nous permettre aussi d'en parler. Notre propos en tant que producteur d'anticorps monoclonaux et réactifs, c'est surtout de faire un focus sur les relations entre les groupes sanguins et le Covid-19 au niveau biochimique et au niveau de l'immunologie des populations. Donc, pour parler de tout ça, évidemment, on a demandé à Jacques Le Pendu, qui est le leader d'opinion le plus important dans le domaine des interactions pathogènes, au moins sur ce sujet, d'exposer sa vision originale et sa review de ces événements, puisque comme il l'a fait par la littérature de façon très poussée. Alors, je ne vous présente pas Monsieur Le Pendu, ses contributions sont nombreuses et de grande qualité, c'est une référence, tout le monde le sait. Alors, comme la question reste encore controversée et qu'il semble quand même y avoir un consensus qui se dégage du débat sur ce sujet, je pense que Jacques Le Pendu et ses co-auteurs ont grandement contribué à expliquer assez tôt les possibilités d'interaction qui pouvaient exister entre les groupes sanguins et le Covid-19. Donc, sa présentation sera forcément appréciée par tous les gens qui veulent en savoir un peu plus et avoir un avis de haut niveau sur ce type de phénomène.
Donc, on va regarder tout ça. Et puis, alors, techniquement, les questions peuvent être adressées par le chat. J'espère qu'il y en aura beaucoup. Voilà, donc je ne vais pas perdre plus de temps. Je vais passer directement la parole à Jacques Lepandu qui va donc démarrer sa présentation dans quelques instants. C'est à vous. Eh bien, merci. Donc je remercie Diagast pour me donner l'opportunité de faire ce point sur un sujet d'actualité concernant les groupes sanguins. Et puis, je remercie toutes les personnes présentes à ce webinaire. Vous avez certainement entendu parler donc, des relations entre les groupes sanguins et la Covid-19, mais vous avez, comme le disait Laurent à l'instant, peut-être aussi entendu dire qu'en raison de certaines incohérences dans les données ou d'un effet apparemment faible, cette relation est souvent considérée comme peu importante. Ce que je voudrais faire ici, c'est passer en revue les preuves disponibles. Mais plutôt que de procéder à une évaluation critique de chaque publication sur le sujet, j'aimerais analyser les données à la lumière des mécanismes sous-jacents potentiels et voir comment ces données correspondent à ce que l'on peut attendre à partir de ces mécanismes. Et comme vous le verrez, je l'espère, avec cette approche, la plupart des incohérences dans l'ensemble des jeux de données peuvent être expliquées et l'effet ABO sur la transmission du SARS-CoV-2, au final, paraît assez substantiel. Donc voilà, sur ce tableau, vous voyez 5 études issues de différents pays qui ont analysé l'existence d'éventuelles associations entre groupes sanguins ABO et la Covid-19. Et donc, vous voyez que 4 sur 5 montrent un effet de risque diminué pour les gens de groupe sanguin O, enfin de risque de sévérité extrême en fait. Il s'agit toujours de gens qui sont déjà en réanimation et éventuellement un risque augmenté pour des personnes du groupe sanguin A dans le cas de la dernière étude. Globalement, les patients de groupe O qui sont donc déjà gravement malades ont tendance à guérir plus rapidement que les autres ou à avoir un risque de décès quelque peu diminué. Néanmoins, les effets observés étaient généralement faibles. Il y a tout de même une exception, c'est celle de cette étude italienne en haut du tableau qui s'intéresse aux patients ayant des antécédents d'hypertension. Et dans ce groupe de patients, le risque relatif de décès pour les patients non O était 3 fois supérieur à celui des patients du groupe O. Je ne connais qu'une seule étude portant spécifiquement sur ces patients à haut risque. Il serait donc certainement intéressant de mener d'autres études pour valider ou invalider cette observation, car elle peut avoir des conséquences pratiques sur les soins aux patients. Alors, j'aimerais également mentionner les résultats d'une étude très impressionnante sortie récemment et rapportée donc par Patak et ses collègues dans Nature Communications. Et dans leur travail, les auteurs ont réalisé une étude d'association transcriptomique multiniveau de l'expression génétiquement régulée en intégrant à la fois l'expression des gènes, l'épissage et du protéome aux statistiques à l'échelle du génome, et tout ça sur un grand nombre de patients Covid-19 hospitalisés. Donc, ça a permis d'identifier un petit ensemble de gènes associés à l'hospitalisation Covid-19, et comme vous pouvez le voir sur la figure, il y a seulement 2 gènes associés à l'hospitalisation Covid-19 qui sont ressortis de manière significative au travers de la combinaison des 3 approches. Il s'agit du gène OAS1 et du gène ABO, justement. Alors, suite à cette présélection, les auteurs ont réalisé une étude qu'on appelle Phenotype Wide Association Study, PHWAS, basée sur cet ensemble de gènes, ce petit ensemble de gènes. Et là, ils ont observé que le gène ABO était associé aux patients développant une cardiopathie pulmonaire aiguë, une embolie pulmonaire, un infarctus pulmonaire, une embolie, une thrombose veineuse profonde et une cardiopathie pulmonaire. En d'autres termes, ABO était clairement impliqué dans les événements liés à la thrombose et à la coagulation. La question évidente à ce stade est donc de savoir comment expliquer cette association entre la sévérité de la Covid-19 et le groupe sanguin ABO. Alors, la première réponse provient d'un large éventail d'études antérieures qui ont documenté de manière très solide un lien entre les groupes sanguins ABO
et la thrombose et la fonction vasculaire. Donc, on le voit ici, on retrouve les mêmes pathologies, infarctus du myocarde, athérosclérose vasculaire, maladie thromboembolique veineuse ou l'ischémie cardiovasculaire. Et donc, ceci est diminué, le risque de ces différentes pathologies est diminué chez les personnes de groupe O. Et on connaît en partie, en tout cas, la cause qui est due à une diminution des niveaux plasmatiques de facteurs de la coagulation et tout particulièrement du facteur de von Willebrand à cause d'une clairance diminuée chez les gens de groupe O. Mais on a aussi un effet sur l'endothélium vasculaire avec une diminution des niveaux plasmatiques des protéines d'adhérence que sont ICAM, P-sélectine et E-sélectine. Donc on voit que les désordres de l'hémostase représentant un aspect critique de la sévérité de la COVID-19 et donc le risque diminué de thrombose des personnes de groupe O explique vraisemblablement leur meilleur pronostic lorsque leur état nécessite une admission en soins intensifs. Un deuxième type d'explication potentielle pour les associations entre groupe sanguin ABO et la sévérité de la COVID-19 pourrait être lié au fait que les phénotypes ABO s'avèrent également associés à des facteurs de comorbidité tels que les maladies inflammatoires et les troubles métaboliques, le groupe sanguin O apparaissant ici encore comme un facteur protecteur, mais par des mécanismes encore tout à fait inconnus. Néanmoins, la plupart des études publiées faisant état de relations entre les groupes sanguins ABO et la COVID-19 concernaient le risque d'être malade ou infecté et non pas la gravité de la maladie. Donc, on va maintenant aller examiner ces études qui sont beaucoup plus nombreuses. Donc, le tableau que vous voyez là donne un résumé rapide de ces études disponibles à la fin de l'année 2020. Il y en a un certain nombre d'autres depuis, mais comme elles ne changent pas le tableau général, je ne les ai pas incluses pour qu'ils puissent rester lisibles. Donc, vous avez ici une liste d'études provenant de différents pays. Et ce qui apparaît clairement, c'est que la plupart des études font état d'un risque plus faible pour les personnes de groupe sanguin O par rapport à celles des groupes non O, et c'est ce que j'ai encadré en vert. Ou bien souvent, on a un risque qui apparaît plus élevé, à l'inverse, pour les personnes non O, et en particulier pour le groupe sanguin A, et c'est ce que j'ai encadré en rouge. Cela ne semble pas dépendre du nombre de cas recrutés ou du fait que les études aient été spécifiquement examinées le gène ABO ou aient porté sur une analyse du génome entier, et c'est ça, ce sont les études que j'ai annotées dans la liste à gauche en rouge. Donc, ce sont des études pangénomiques et où le phénotype ou le groupe ABO, le gène ABO est ressorti. Alors, les études proviennent de différentes parties du monde et nous allons voir dans un instant que ça a de l'importance. En outre, je dois mentionner que plusieurs études n'ont pas observé d'effet ABO sur le risque de la COVID, donc pas d'effet significatif en tout cas. Ce sont les études du bas de tableau. Et de leur côté, Franchini et ses collègues ont réalisé une méta-analyse de tout cet ensemble de données. Et vous pouvez voir sur le tableau de droite qu'elle a confirmé que globalement, le groupe sanguin O semble associé à une diminution du risque de COVID-19 de l'ordre de 20%. Donc, à nouveau, la question qui se pose est de savoir comment on peut expliquer ces résultats. Alors, la première explication, et au fond la plus simple, qui a été avancée par un groupe américain, donc Wu et ses collègues, c'est que certains groupes sanguins seraient intrinsèquement plus sensibles à l'infection que d'autres. Et dans ce cas, ce que les auteurs ont montré, c'est que le RBD, le domaine de liaison au récepteur de la protéine spike du SARS-CoV-2, se lierait à la molécule de groupe sanguin A type 1. Il s'agit de la structure particulière de l'antigène A qui est exprimée sur les cellules épithéliales pulmonaires ou digestives. Les auteurs n'ont trouvé aucune liaison avec le groupe sanguin A type 2, qui, lui, est exprimé principalement sur les globules rouges.
Donc, les deux structures présentées ici, comme vous le voyez, correspondent à des tétrasaccharides qui ne diffèrent que par la liaison à la N-acétylglucosamine sous-jacente, qui est représentée par un carré bleu, et la liaison est bêta-3 dans le cas de la structure A type 1 et en bêta-4 pour la structure A type 2. Alors voilà, ceci pourrait donc expliquer pourquoi le groupe sanguin A paraît défavorable, puisque la protéine virale pourrait spécifiquement se fixer à l'antigène A type 1. Il faut cependant garder à l'esprit que s'il s'agissait d'un mécanisme majeur, véritablement important, on devrait observer un impact plus important des épidémies dans les régions où le groupe sanguin A est le plus fréquent. Or, ce n'est pas le cas. Donc, intrigués, nous avons tenté de reproduire les résultats de l'équipe américaine. Alors, pour ça, on a produit, comme ils l'ont fait d'ailleurs, la protéine RBD fusionnée au domaine FC d'une immunoglobuline de souris. On a incubé cette protéine de fusion sur de la CE2 immobilisée et on montre une très forte reconnaissance de la CE2 comme on s'y attendait, puisqu'il s'agit du récepteur connu du virus. En revanche, on ne voit pas de fixation du tout aux antigènes synthétiques A ou H type 1, contrairement à ce qu'ont rapporté les auteurs. Pas plus qu'aux mucines salivaires d'une cohorte d'individus sécréteurs de groupe AB ou O qui contiennent en forte quantité à la fois les antigènes A, B et H type 1 ou 2 en fonction du groupe ABO de la personne. Et on a, comme vous le voyez, un signal qui est très faible et qui est semblable à celui du contrôle négatif. De même, si on incube notre protéine de fusion RBD-FC sur des coupes de tissus d'individus de groupe sanguin A ou de groupe sanguin O, on ne voit aucune fixation, bien qu'on a une forte expression de l'antigène A, comme vous pouvez le voir par le marquage en violet ici, par un anticorps anti-A. Donc au fond, nous n'avons pas été capables de reproduire les résultats suggérant que les personnes de groupe sanguin A seraient plus sensibles à l'infection par le SARS-CoV-2 à cause d'une reconnaissance de l'antigène A par la protéine d'attachement du virus. D'accord. Je vous coupe un instant parce que là, justement, j'ai une question qui tombe un peu dans le sens de l'exposé pour savoir s'il existait d'autres virus qui étaient capables de synthétiser des protéines d'attachement dans ce modèle précis. C'est-à-dire que si dans ces coupes de tissus, est-ce qu'il y a des virus qui peuvent être mis en évidence par votre méthode de visualisation de façon claire? Oui, absolument. Par les trois méthodes que je montre là, en fixation sur des sucres synthétiques ou sur des mucines salivaires ou sur des coupes de tissus, il a pu être montré que des virus entériques, sont les norovirus et les rotavirus, se fixent par l'intermédiaire de groupes sanguins, donc qui sont effectivement des facteurs d'attachement indispensables à l'infection. Alors c'est une différence ici, il y a une grande diversité à la fois chez les norovirus et chez les rotavirus, et toutes les souches ne fixent pas les mêmes antigènes, mais on connaît des souches, en particulier de rotavirus, qui reconnaissent très spécifiquement l'antigène de groupe A. Donc le concept n'est pas nouveau. Oui, pas nouveau. Il était plausible, en tout cas dans le cas du SARS-CoV-2, mais vous voyez, nous n'avons pas réussi à reproduire ces résultats. OK. Alors, du coup, on cherche une autre explication. Et le deuxième type d'explication des associations de phénotype ABO et COVID-19 serait lié à une sensibilité dépendante du contexte qui serait basée sur la présence d'anticorps naturels antiglucides. En effet, on sait que le plasma humain contient un large répertoire d'anticorps antiglucides. La plupart des cibles de ces anticorps sont des polysaccharides bactériens ou des LPS. Certains glucides de mammifères, toutefois, sont représentés. Alors, on connaît les xénoantigènes, l'antigène alpha-gal, le Forceman, ou la forme glycolyle de l'acide sialique qui est notée NEGC, ou bien des antigènes cryptiques ou tronqués, si vous préférez, qui sont les antigènes TN, T, TK, les corps 3 ou 4 des O-glycanes, l'antigène Lewis-C, les polylactosamines terminées par un groupe N-acétylglucosamine, ou bien l'antigène PK. Et enfin, les alloantigènes de la famille ABO. Et donc, on sait que
des virus enveloppés peuvent être neutralisés par ce type d'anticorps anticarbohydrates. Et ça a été particulièrement bien montré dans le cas de virus enveloppés animaux qui portent l'antigène alpha-gal, que nous autres humains ne savons pas synthétiser, mais qui ressemble très fortement à l'antigène B. Il a pu être montré que les anticorps anti-alpha-gal naturels que nous, humains, possédons, ou que des souris KO pour l'enzyme qui ajoute cet alpha-gal, eh bien, vous avez la liste de virus notée ici en rouge, eh bien, ces virus peuvent être neutralisés in vitro ou in vivo chez ces souris KO par les anticorps naturels anti-alpha-gal. De même, il a pu être montré in vitro que les anticorps anti-A ou anti-B pouvaient neutraliser le virus de la rougeole, et je ne l'ai pas écrit ici, également le virus HIV, lorsque ces virus sont produits dans des cellules qui synthétisent les antigènes A ou l'antigène A ou l'antigène B. Et enfin, de même, on a pu montrer, ça c'est un travail de mon équipe d'il y a un certain nombre d'années, que les anticorps anti-A pouvaient bloquer l'interaction entre le récepteur ACE2 et la protéine S du SARS-CoV-1, donc de 2002-2003, lorsque cette protéine S a été synthétisée par des cellules exprimant l'antigène A. Donc on a déjà des précédents. Et l'idée ici, c'est que les anticorps anti-A, anti-B pourraient neutraliser le virus. En effet, pour en revenir donc au SARS-CoV-2, on peut voir sur cette image que j'ai empruntée à une très belle étude de modélisation moléculaire que la surface de la protéine S est largement recouverte de glucides qui sont notés ici en bleu foncé et qui cachent la partie peptidique qui, elle, est en bleu clair ou turquoise au système immunitaire. Cette couche de sucre fournit ce que l'on appelle un bouclier de glycane, puisque ces sucres sont synthétisés et attachés à la protéine virale par la cellule hôte elle-même. Ils ne sont pas codés dans le génome du virus, bien entendu, et normalement, ils ne sont pas immunogènes, à moins qu'ils ne constituent ou qu'ils ne portent à leur extrémité terminale, donc des xéno-antigènes ou des antigènes cryptiques, ou ce qui nous intéresse particulièrement, les allo-antigènes, tels que les antigènes A et B du système ABO. À ce stade, aucune caractérisation des glycanes provenant de virions authentiques de patients n'est disponible. Néanmoins, on peut s'attendre à ce que les antigènes de groupe sanguin A, B ou leur précurseur, l'antigène H, qui est présent chez les personnes de groupe sanguin O, soient présents sur les protéines de l'enveloppe virale, puisque celles-ci sont synthétisées en fonction du groupe sanguin de l'individu par les cellules où le virus se réplique. Et je vous montre à nouveau l'image ici de la coloration par un anti-A des cellules épithéliales superficielles et glandulaires des bronches ou de la trachée d'une personne de groupe sanguin A. Et en outre, les cellules alvéolaires des poumons ainsi que les cellules endothéliales vasculaires sont marquées. Donc, les cellules où vont se répliquer le virus vont être capables de synthétiser ces antigènes. En revanche, aucune coloration, bien sûr, n'est observée ici avec un anti-A dans le tissu pulmonaire d'un donneur de groupe sanguin O. Pour documenter la présence de ces antigènes de groupe sanguin ABH, nous avons transfecté sur la protéine S du virus, nous avons transfecté des cellules qui n'expriment pas ces antigènes avec, dans un premier temps, l'ADN C correspondant pour les enzymes nécessaires à leur synthèse. Donc d'abord, une alpha-2-fucosyltransférase qui va permettre l'expression de l'antigène H qu'on voit ici. Donc on a une expression très nette par rapport au contrôle négatif. Et puis, on a co-transfecté avec une enzyme codant pour l'antigène A ou bien l'enzyme codant pour l'antigène B. À ce moment-là, on obtient des cellules qui expriment soit l'antigène H, soit l'antigène A, soit l'antigène B, donc correspondant au phénotype O, A ou B. Et lorsqu'on co-transfecte ces cellules pour leur faire exprimer la protéine, le domaine S1, en tout cas de la protéine spike du SARS-CoV-2, eh bien, on peut observer que cette protéine va porter les antigènes H, A ou B en fonction des enzymes et des antigènes ABH exprimés par les cellules. Donc, par conséquent, la protéine virale spike peut être marquée ou étiquetée, si vous préférez, par les antigènes ABH en fonction du phénotype ABO des cellules qui la produisent. Alors, maintenant qu'on sait cela, je voudrais m'attarder sur les conséquences que ça pourrait avoir sur la transmission du SARS-CoV-2, car ce n'est pas vraiment intuitif.
Si nous émettons l'hypothèse que les anticorps naturels anti-ABO peuvent neutraliser le virus, voici comment ça devrait affecter la transmission. Vous avez ici un modèle où on peut considérer une personne infectée, par exemple du groupe sanguin A, qui va libérer des virions qui sont marqués par l'antigène du groupe sanguin A, ce que j'ai représenté par des petits virions avec des spicules rouges. Lorsque ces virions vont rencontrer une personne du groupe O, le virus pourra être neutralisé éventuellement par la présence d'anti-A naturels. Ça, c'est noté par une flèche en pointillé, donc qui montre que la transmission n'est peut-être pas parfaite. Et en tout cas partiellement neutralisé. En revanche, si le virus provient d'un individu de groupe O qui rencontrera une personne de groupe sanguin A, aucune protection de ce type ne peut se produire puisqu'on va être en situation compatible ABO, comme le montrent les flèches pleines. Donc globalement, ce qu'on a ici, c'est un modèle de transmission qui correspond tout simplement aux règles de base de la transfusion sanguine, avec des donneurs universels de virus, en l'occurrence, qui sont les personnes du groupe sanguin O, et des receveurs universels, qui sont les personnes du groupe AB, puisque celles-ci sont dépourvues, bien sûr, d'anticorps anti-A et anti-B. Alors, ça génère plusieurs conséquences importantes qui peuvent être testées sur des données réelles, ce qu'on va voir ensuite. Première conséquence, plus le groupe sanguin O est fréquent dans une population, moins il devrait apparaître comme protecteur dans les études épidémiologiques. En effet, ces personnes de groupe sanguin O ne peuvent pas être protégées de la transmission par une autre personne de groupe O, comme c'est noté par une flèche circulaire en trait plein. En revanche, là où le groupe O est rare, eh bien, ces personnes de groupe O devraient principalement rencontrer des individus incompatibles et donc bénéficier d'une bonne protection par leurs anticorps naturels anti-A et anti-B. Alors, on peut voir comme ça que le nombre de rencontres en situation ABO incompatible va dépendre des fréquences relatives des phénotypes ABO, et nous savons que celles-ci sont assez variables selon les zones géographiques. La deuxième prédiction du modèle, c'est donc que dans les zones géographiques où les phénotypes ABO sont bien équilibrés, la transmission au niveau de la population devrait être réduite de manière optimale par rapport aux zones où les fréquences ABO sont largement déséquilibrées. Troisième prédiction, on s'attend aussi à ce que les titres anti-A, anti-B aient une importance. Nous savons en effet que les niveaux de ces anticorps sont très variables entre les individus d'un même groupe sanguin. On peut donc s'attendre à ce que les personnes ayant des niveaux élevés de ces anticorps naturels soient les moins susceptibles d'être infectées. Alors tout cela a été modélisé pour les épidémies de SARS-CoV de 2002-2003 et plus récemment pour l'épidémie contemporaine de SARS-CoV-2. Il s'agit de modélisation mathématique théorique qui indique que si toutes les transmissions ABO incompatibles étaient neutralisées, comme on le voit sur la figure, l'épidémie serait considérablement ralentie. Mais ça ne signifie pas qu'il n'y aurait plus d'épidémie. En fait, ce qui se passe, c'est que le coefficient de transmission R0 serait diminué. Alors, voyons maintenant si l'une des prédictions de ce modèle se vérifie dans les données du monde réel. Alors, je vous ai mentionné au tout début une série d'études, une importante série d'études provenant de différentes régions du monde. Il est donc possible de les comparer en fonction de la fréquence du groupe sanguin O dans ces zones géographiques. Comme prédit par le modèle, il apparaît que le risque d'être infecté pour les individus de groupe sanguin O semble bien plus faible là où le groupe sanguin O est moins fréquent. Ça est visible sur cette figure où j'ai comparé les odds ratios observés dans les zones géographiques où le groupe sanguin O est inférieur à 40% à celles où le groupe sanguin O est supérieur à 40%. Et on voit bien que dans les zones où le groupe O est le moins représenté, eh bien, ces odds ratios sont les plus bas. La seconde prédiction du modèle, c'est que l'impact épidémique devrait être plus ou moins important selon les fréquences relatives des phénotypes ABO. Dans les régions où ces fréquences sont telles que le nombre de rencontres incompatibles est élevé, les taux d'attaque devraient être plus faibles que là où la fréquence de ces rencontres incompatibles est importante. Est faible, pardon. Typiquement, dans les populations où les fréquences A, B et O sont équilibrées,
comme dans certains pays d'Asie notés en orange, le degré calculé de suppression du R0 devrait être maximal. Et c'est bien ce qu'on observe. Tandis que dans les régions où le déséquilibre est important, et typiquement c'est le cas en Amérique du Sud où le groupe sanguin O est très répandu, le degré théorique de suppression du R0 devrait être plus faible, c'est bien ce qu'on observe. Et lorsque l'on rapporte ce degré théorique de suppression du R0 au taux d'attaque mesuré ici par des données de séroprévalence disponibles en septembre 2020, eh bien, on voit qu'on a une forte relation entre les deux paramètres. Et cette très forte relation reste visible même à l'échelle européenne, où pourtant les fréquences des phénotypes ABO ne sont pas extraordinairement différentes d'un pays à l'autre. Et donc, ce que cela montre, c'est que ces données sont très fortement en faveur d'un mécanisme dépendant de la fréquence des phénotypes qui fonctionne selon les règles de la transfusion sanguine. Alors, une troisième prédiction du modèle, c'était, comme je vous l'avais dit, que les niveaux d'anticorps naturels anti-A ou anti-B devraient jouer un rôle important. On peut voir ici en rouge la distribution des scores de ces anticorps en agglutination chez les individus témoins. Donc, ils sont une cohorte de témoins notés en rouge. Vous voyez une distribution qui va de titres anticorps ou de scores très faibles pour certains individus à très forts pour d'autres, avec une distribution à peu près selon une courbe de Gauss. Et ce qu'on voit chez les patients récemment infectés, c'est qu'ils étaient plutôt du côté des faibles titres. Donc, ce qui indiquerait qu'effectivement, ils auraient été moins protégés car ils n'avaient pas d'anticorps anti-A ou anti-B à des titres suffisamment élevés. Alors, cette différence de titres entre patients et témoins n'a pas été observée. En revanche, pour 7 autres anticorps antiglucides naturels, les anti-T, TK, les WIC, PK, glucnac, lactosamine, alpha-gal et Forceman. Ce qui suggère que les anticorps, la différence qu'on observe ici entre patients et témoins pour les anticorps anti-ABO n'était pas due à une diminution générale des anticorps antiglucides immédiatement après l'infection. Alors, jusqu'à présent, les éléments que je vous ai présentés en faveur du rôle des anticorps naturels anti-groupe sanguin ABO dans l'obtention d'une certaine protection contre l'infection SARS-CoV-2 ont été indirects. Alors, pour savoir s'il serait possible d'obtenir une preuve plus directe, nous avons entrepris une étude où l'on peut analyser le résultat d'une incompatibilité ABO dans une situation de transmission à haut risque. Pour cela, nous avons étudié les personnels hospitaliers COVID-19 symptomatiques et leurs conjoints, dont les groupes sanguins ABO étaient connus. On a ainsi pu obtenir 333 couples qui répondaient à nos critères d'inclusion, à savoir qu'ils devaient partager la même chambre, un membre du couple devait être tombé malade et l'autre membre devait lui-même être tombé malade ou non, mais au plus tard 8 jours après le premier, et toutes les infections ayant été validées par RT-PCR. Ainsi, on pouvait connaître le sens de la transmission en termes de compatibilité ABO à chaque fois qu'elle se produisait ou non. Donc, les fréquences ABO de notre cohorte de 666 personnes étaient similaires à celles données par l'établissement français du sang à l'échelle nationale. Et le taux de transmission entre conjoints s'est avéré être de 39%, ce qui est tout à fait similaire au taux de 38% qui a été calculé au travers d'une méta-analyse récente portant sur 44 études rapportant une transmission entre conjoints dans les études intrafamiliales. Alors, voilà les résultats. On peut donc comparer les couples où la transmission se produit de manière compatible ABO à ceux où la transmission se produit de manière incompatible. Et ça, c'est noté en noir. Les cas de transmission sont notés par les barres noires et les cas où il n'y a pas eu de transmission sont notés par des barres blanches. Et ce qu'on voit immédiatement, c'est que la proportion de transmission est presque 2 fois plus faible dans les situations d'incompatibilité ABO. Et ça indique directement cette fois que l'incompatibilité ABO protège en effet de l'infection par le virus SARS-CoV-2. En outre, et c'est très important,
le taux d'attaque ne diffère pas en fonction du groupe ABO, mais en fonction de la compatibilité avec le donneur. On voit ici que dans les situations de compatibilité, sur la figure de gauche en bas, de droite, pardon, en bas, qu'on a un taux d'attaque important, aussi bien pour les personnes de groupe A, B, O ou AB, en cas de compatibilité, alors qu'en cas d'incompatibilité, pour les personnes de groupe A, B ou O, le taux d'attaque est nettement diminué. Donc avant de conclure, je voudrais expliquer pourquoi dans les études épidémiologiques que j'ai présentées précédemment, le groupe sanguin A était le plus souvent un facteur de risque apparent, tandis que le groupe sanguin O était un facteur de protection apparent, alors que le groupe sanguin B donnait généralement des résultats non significatifs. Alors, il faut garder à l'esprit que la plupart des études provenaient de régions où les personnes d'origine européenne sont majoritaires. Alors, les fréquences ABO dans ces pays sont telles que les personnes du groupe A ne peuvent bénéficier d'une transmission incompatible que dans 10 à 15% des rencontres avec une personne infectée, 13% en l'occurrence en France. Les personnes de groupe sanguin B et O, quant à elles, devraient être beaucoup plus souvent protégées, puisque respectivement, dans 47 et 54% des cas, elles se trouvent dans une situation de rencontre incompatible. Bon, le groupe sanguin B apparaît rarement dans ces études de population. La raison en est que ces personnes sont trop peu nombreuses pour générer un effet statistiquement significatif. Et à l'inverse, en termes de risque, il en va de même pour le groupe sanguin AB, bien sûr. On peut donc conclure que les personnes du groupe sanguin O ne sont pas intrinsèquement moins sensibles, ou inversement, que les personnes du groupe sanguin A ou des groupes AB et AB ne sont pas intrinsèquement plus sensibles à l'infection par le virus SARS-CoV-2. Tout se résume en fait à une question de probabilité de rencontre avec des personnes infectées compatibles ou incompatibles. Pardon. Alors voilà, pour finir, je voudrais examiner s'il est possible d'expliquer pourquoi certaines études n'ont pas réussi à trouver un lien entre les groupes sanguins ABO et ainsi résoudre la controverse qui a suivi. Alors, tout d'abord, plusieurs études n'étaient pas assez puissantes si l'on considère les fréquences ABO dans la population concernée. Par ailleurs, dans certaines études, l'hétérogénéité de la population n'a pas été prise en compte. De même, lorsque la fréquence du groupe sanguin O devient trop élevée, comme dans les pays d'Amérique du Sud, la probabilité d'une transmission incompatible devient faible et donc l'effet est largement effacé. D'autres études ont comparé des témoins non infectés à des patients en soins intensifs qui ne représentent qu'un petit sous-ensemble de l'ensemble des patients, mais possédant de forts facteurs de comorbidité qui vont masquer l'effet des groupes sanguins ABO sur l'infection initiale. Enfin, il y a des études qui ont été menées trop tard au cours de l'épidémie. Typiquement, une étude de cohorte réalisée sur un porte-avions français où 76% des marins ont été infectés en raison d'une absence totale de mesures préventives. Bon, la modélisation mathématique, je vous remontre ici, permet de prédire que l'étude sera plus ou moins visible en fonction du temps écoulé depuis le début de l'épidémie. Les individus les plus à risque, qui seront les personnes du groupe sanguin AB, qui n'ont donc pas d'anticorps anti-A et anti-B, seront infectées en premier, acquérant une immunité spécifique. Elles ne vont pas être infectées 2 fois dans un délai si bref. Donc, leur fréquence va diminuer dans les cas nouvellement infectés. Et par contre, on devrait voir la proportion des individus initialement les mieux protégés, c'est-à-dire les personnes du groupe O, augmenter lorsque la séroprévalence ou lorsque l'épidémie va s'avancer dans le temps. Et donc, lorsque trop de personnes ont déjà été infectées, l'effet va disparaître, mais ce n'est qu'une disparition apparente. Il a bel et bien eu lieu, mais on n'a pas vu passer. Donc, ça pourrait également s'expliquer dans 2 études récentes menées aux États-Unis qui n'ont pas trouvé d'effet, même si un grand nombre de cas de contrôle ont été analysés, mais la séroprévalence à ce moment-là était trop importante pour voir l'effet passer. Donc voilà. Pour conclure, je crois qu'on peut maintenant affirmer sans risque que le groupe sanguin O est bel et bien associé à un meilleur pronostic en cas de Covid sévère, mais uniquement en cas de Covid sévère, même si l'effet est généralement assez faible, mais il semble pourtant élevé chez les patients ayant des antécédents d'hypertension artérielle, et ce groupe de patients pourrait peut-être nécessiter une attention particulière.
Cela implique très probablement un effet sur l'hémostase et la fonction vasculaire, bien que les mécanismes impliqués restent largement inconnus. Par ailleurs, et de manière totalement indépendante, le groupe sanguin O est associé à un risque plus faible d'infection par le virus SARS-CoV-2 et toutes les données disponibles convergent pour impliquer un mécanisme d'anticorps anti-ABO, de neutralisation par ces anticorps. Ceci n'est pas dû à une spécificité intrinsèque plus faible ou plus élevée, mais à un effet de la probabilité de rencontre en incompatibilité ABO. Les groupes sanguins A et B en bénéficient également, mais dans une moindre mesure. Nous avons vu plusieurs éléments de preuve à cet égard, mais il nous manque encore une démonstration directe de la neutralisation du SARS-CoV-2 par les anticorps anti-ABO. L'effet apparemment limité sur la transmission tel qu'observé dans les études épidémiologiques comparant les fréquences ABO des patients et des témoins peut néanmoins avoir un impact important sur l'évolution de l'épidémie en abaissant le R0, donc le coefficient de transmission, d'une manière tout à fait équivalente à celui de la distanciation sociale, en ralentissant donc l'épidémie. Et enfin, je voudrais, pour terminer, vous poser une question qui me paraît très importante en termes d'application. Est-ce qu'on devrait essayer d'augmenter les titres anti-ABO dans la population afin de maximiser l'effet protecteur des anticorps anti-ABO? Et si oui, quelle pourrait être la meilleure approche? Voilà, à présent, je tiens à remercier mes collègues dans mon équipe à l'Université de Nantes, Nathalie Ruvoine-Clouet, Adrien Brément et Jésabelle Rocher. Également à l'Université libre de Bruxelles, à l'hôpital Brugman, Anna Nelkens, Marie Delers, pour leur application sur les anticorps anti-A et anti-B chez les patients. Véronique Sébi, également à l'Université de Nantes et à l'INSERM, pour son aide sur la modélisation moléculaire et les analyses statistiques, et pour un rôle très important, Rachida Boukari, qui nous a permis de recruter les couples compatibles ou incompatibles ABO. Merci de votre attention. Bien, ben, merci beaucoup pour cette excellente présentation qui, je l'espère, va susciter un certain nombre de questions. Moi, j'en ai. Alors, je vais reprendre un petit peu de force là, parce que c'est quand même un exercice assez fatigant. Donc, je vais vous poser la question la plus longue que j'ai en stock. Une question personnelle qui permettra aux autres de formuler les leurs. Je voulais savoir, de votre point de vue, qui est quand même assez expérimenté en la matière, est-ce que on pourrait imaginer de ce type de modèle pouvoir tirer des applications concrètes, potentielles, alors soit en utilisant des anticorps spécifiques de groupes sanguins qui seraient un peu différents, ou alors des tests qui seraient peut-être un petit peu plus poussés, un petit peu plus élaborés, ou avec une visée un peu plus précise. Je pensais en particulier des tests de protection salivaire, par exemple, puisque il semblerait qu'on puisse trouver également des IgA. La détermination fine des agglutinines. Tout à l'heure, dans votre étude, vous parliez de score. Bon, après, il y a d'autres équipes qui travaillent beaucoup sur les titres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même les techniques de détermination des anticorps des agglutinines sont quelquefois un petit peu difficiles à être précises, puisqu'on va parler des quantités d'anticorps qui vont être mises en jeu entre un titre de 512 et 1024 ne sont pas grand-chose par rapport aux quantités initiales. Donc, il y a des modèles peut-être à trouver. Et je me demandais quel était votre avis là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire justement pour que le monde du diagnostic puisse venir en aide un peu à ces études épidémiologiques? Alors, il y a pas mal d'aspects dans votre question. Oui, elle était assez longue. Mais alors, je vais essayer de commencer par le début, si je me souviens bien. La question que je posais justement pour terminer a trait, me semble-t-il, à une application majeure. C'est-à-dire qu'on a vu donc au travers de l'étude sur les couples qu'en situation d'incompatibilité ABO, on avait une protection environ de moitié. Reste une moitié à gagner. Et tout indique que les titres ABO, anti-ABO, sont essentiels.
D'où l'idée éventuellement d'augmenter ces titres. Donc une première possibilité serait de faire en sorte d'augmenter les titres anti-A ou anti-B chez tous les gens qui peuvent synthétiser ces anticorps. Donc, ça, c'est une première application. Pardon? Oui, je me demandais comment on pourrait faire pour… Alors voilà, c'était la deuxième partie de ma question. Oui. Alors, il y a différentes approches. Il y en a qui, je pense, sont impossibles, enfin, sont techniquement possibles. On pourrait envisager de faire un vaccin anti-A, anti-B synthétique. Chez l'animal, on sait que ça marche. Mais je pense que ce serait vraiment très compliqué à mettre en œuvre, hein, largement aussi compliqué que de générer un vaccin contre le virus. Donc c'est peut-être pas une bonne approche. Il me semble qu'une approche impliquant des bactéries non pathogènes type probiotique peut-être qui porteraient ces antigènes, au fond, ce sont les bactéries qui naturellement nous permettent de générer ces antigènes. Donc, au fond, une approche naturelle de ce type pourrait être envisagée. Bon, ça reste à prouver et il reste à démontrer que ça marche. Hein, voilà, donc ça c'est pour, je dirais, la première partie de votre question. Alors aussi un autre aspect, éventuellement pour des personnes à très haut risque, on pourrait envisager un traitement préventif par des anticorps monoclonaux humains ou humanisés anti-A ou anti-B, pourquoi pas. Ouais. Mais maintenant qu'on a des vaccins contre le virus, je ne suis pas sûr que ça ait un très grand intérêt. Par contre, ce serait effectivement, alors ça j'en viens à la deuxième partie de votre question, intéressant d'aller regarder en effet les anticorps des muqueuses, anti-A et anti-B, et en particulier les sous-classes, je pense aux IgA tout particulièrement, et peut-être de relier les titres anti-A et anti-B IgA des muqueuses au titre IgM majoritairement qu'on voit par agglutination dans le plasma. Il n'est pas certain qu'on ait une relation directe. Il est tout à fait possible qu'on ait des gens qui ont des forts titres anti-A mucosales, pardon, ou anti-A ou anti-B, sans pour autant avoir beaucoup d'IgM plasmatique et inversement. Et donc, c'est quelque chose qui pourrait être suivi pour voir quelles sont les personnes qui pourraient bénéficier le mieux de cet effet de protection par l'incompatibilité ABO. D'accord. Alors, il y a un certain nombre de questions qui viennent d'arriver sur le chat. Hein. Alors, je vais les prendre en essayant de les grouper. Alors, il y en a deux qui concernent en fait l'efficacité des sérums sanguins de malades venant en fonction de la provenance ABO et le type de groupe du donneur, en fait. Hein. Mais je pense que c'est un peu la même chose dans la même question, hein, qui est de l'efficacité des sérums sanguins de malades utilisés pour les cas en réa selon la provenance ABO vers le malade AB ou O. Voilà, donc là, oui, je vois. À ma connaissance, on n'a aucune donnée là-dessus à ce stade. En tout cas, j'en ai pas vu publié. Et de manière non publiée, je veux dire qu'on a regardé ça de notre côté, on n'a pas vu de relation. D'accord. Alors là, on va changer de domaine un peu. La question qui est dirigée en fonction des allergènes ABO, est-ce qu'il y a un impact sur ce type d'approche de modèle? Les allergènes ABO. Oui. Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Il faut peut-être reformuler la question dans ce cas-là, parce que c'est un truc. Alors, avons-nous des études publiées entre les titres d'anticorps ABO? Ça, je pense que oui. Entre les titres d'anticorps ABO et anti-A élevé, le risque d'infection par le Covid. Oui, alors, à ce stade, à ma connaissance, la seule étude publiée est celle qu'on a faite avec nos collègues belges. Oui.
Alors, il faut préciser qu'il s'agit de malades. On a comparé là donc un groupe témoin, personnes non malades, qui ont été appariées pour l'âge et le sexe, à des malades dont la majorité n'étaient pas des malades sévères. Et qui venaient, enfin, qui étaient malades depuis peu. C'est-à-dire, ils ont été prélevés au moment du diagnostic à l'hôpital Brugmann. D'accord. Et dans ce cas-là, eh bien, les patients avaient des anticorps anti-A et B diminués par rapport, enfin, en tout cas, pas diminués, je dirais plus faibles que la moyenne des témoins. Et comme on n'a pas vu de changement entre patients et témoins pour une série d'autres antigènes glucidiques apparentés, comme anti-alpha-gal, etc., que j'ai cité tout à l'heure, ça nous semble plaider en faveur de l'idée que les patients, au fond, qui s'étaient trouvés en situation d'incompatibilité ABO étaient ceux qui avaient des titres faibles. Pourquoi on les retrouve plus volontiers dans le groupe des patients par rapport au groupe des contrôles. Vous voyez, c'est un décalage vers les faibles titres chez les patients. Ouais, ça confirme en fait le modèle. Après, j'ai une autre question. Alors, est-ce que des données existent montrant la protection, ça c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, par incompatibilité ABO pour d'autres virus dont les protéines de surface sont glycosiles? Donc là, dont les protéines de surface sont glycosylées. Sont glycosylées, oui. Alors, ça a été vu dans des modèles animaux, en fait. Principalement dans le contexte de l'antigène xénogénique anti-alpha-gal. Ça a été démontré avec par l'intermédiaire de souris KO pour le gène GGTA1, qui est le gène de la famille ABO, qui code pour l'alpha-gal transférase qui synthétise cet épitope, donc qui ressemble à l'antigène B, comme je disais tout à l'heure. Et puis ça a été vu in vitro, donc pour le virus de la rougeole et aussi pour le HIV, où il a pu être montré que les anticorps anti-A et anti-B neutralisaient ces deux virus in vitro par l'intermédiaire du complément, et uniquement lorsque ces virus étaient produits par des cellules synthétisant soit l'antigène A, soit l'antigène B. D'accord, donc ça me permet de rebondir. Le principe, en quelque sorte, pour d'autres virus enveloppés est largement documenté. D'accord. Donc, en fait, ça revient à reprendre un petit peu ce que vous disiez en conclusion. Tout à l'heure, vous disiez que la démonstration de la neutralisation du virus du Covid par des anticorps restait à être démontrée. La question qu'on peut se poser, c'est quel Covid, finalement, parce que ça va dépendre très fortement de la façon dont on va le cultiver, on va pouvoir l'isoler. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura toujours un biais, il faudra le typer, quoi. Oui, alors d'abord, il faudra pouvoir le cultiver dans des cellules qui synthétisent soit l'antigène A, soit l'antigène B. Ça, c'est la première chose. Et le fait est que dans les modèles de culture qui sont classiquement utilisés maintenant, ce n'est pas le cas. On n'utilise pas ce type de cellules. Donc, il faut générer des modèles dans lesquels le virus peut à la fois se répliquer et être produit en portant ces antigènes. En portant ces antigènes. Voilà. Donc ça, c'est un prérequis pour pouvoir faire une démonstration d'une neutralisation in vitro, bien sûr. D'accord. Donc, en fait, j'ai des précisions par rapport aux allergènes. En fait, c'était pour répondre à votre question, c'était comment augmenter le titre des agglutinines ABO, et la réponse était utiliser des allergènes porteurs des sucres ABO plutôt que des bactéries. Ah oui, d'accord. Ah ben oui, c'est une très bonne idée. C'est moi qui ai mal orienté la chose. Je remercie oui, pourquoi pas. Alors après, il faut voir le côté allergisant, hein. Là, ça sera un autre aspect, mais c'est effectivement, c'est un peu c'est un peu dans la même veine, hein, utiliser au fond des polysaccharides non humains, et évidemment non mammifères,
pour stimuler la synthèse de ces anticorps. Oui, c'est une idée tout à fait intéressante. Voilà, c'est pourquoi j'avais posé cette question et je remercie la personne qui a fait cette suggestion. C'est quelque chose à creuser. Identifié, hein. Il y avait également, on pourrait ajouter au vaccin anti-Covid des antigènes sucrés ABO. Oui, tout à fait. Ça pourrait, voilà, ça pourrait être une approche dans une nouvelle génération de vaccins, absolument. Je ne pense pas que, c'est ce que je disais à l'instant, hein, développer spécifiquement un vaccin anti-A, anti-B, je pense que ce ne serait pas très malin. En revanche, ajouter ces antigènes à certains vaccins, ça pourrait être intéressant. On peut penser particulièrement aux vaccins basés sur la protéine recombinante ou alors aussi sur les virus type adénovirus qui sont porteurs de la protéine S, et qui, à condition de les préparer dans des cellules qui vont glycosyler correctement et donc avec l'antigène A et ou l'antigène B. À ce moment-là, on aurait un vaccin hybride en quelque sorte qui potentialiserait l'effet, je pense. Oui, ça c'est une approche qui me paraît très intéressante. Bien. À discuter avec les fabricants de ces types de vaccins. Oui. Ouais, tout à fait. Alors, une autre question qui change un peu de domaine, mais que je ne sais pas si on a le temps de la poser. La question, c'est est-ce que les sujets sécréteurs sont-ils plus résistants? Oui, c'est une question très intéressante, en effet, et qui est en plein dans le domaine, puisqu'une grande partie des cellules dans lesquelles se réplique le virus expriment les antigènes ABH en fonction du caractère sécréteur. Je n'ai pas vu d'études claires à ce sujet. Il y a une ou deux études qui ont évoqué le caractère sécréteur, mais leurs données n'étaient pas claires du tout. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet, ça veut juste dire qu'on ne peut pas savoir à ce stade. Donc vraiment, ça n'a pas été regardé. Donc ça a juste été évoqué, mais je n'ai pas de données là-dessus dans la littérature. De notre côté, on n'a pas regardé parce qu'on n'a pas eu... Le problème, c'est qu'il faut avoir accès aux échantillons appropriés pour pouvoir tester et les seules données qu'on a classiquement, c'est ABO. Et dans les études pangénomiques, en tout cas, je peux dire que le gène FUT2 ne sort pas. D'accord. Ok, bah écoutez, a priori, on a répondu à toutes les questions qui étaient posées, sauf erreur. Je pense que tu les as toutes prises. On les a toutes prises à peu près dans l'ordre. Hein. J'espère que j'ai oublié personne, surtout. Je ne pense pas. Donc, ce qui nous amène finalement très bien dans les temps. Et je pense, enfin, moi j'avais encore d'autres questions, mais enfin, je ne sais pas si on a le temps de les poser vraiment en termes d'organisation, Anne. Au niveau de la littérature éventuelle, oui, alors ça, la littérature. Oui, effectivement, donc on en a parlé tout à l'heure, hein, les littératures que vous pourriez nous conseiller, donc on les mettra en lien. Il y en avait 3, puisque vous citiez également une étude récente parue dans Nature qui semble-t-il est très intéressante à lire et qui vient conforter un peu votre modèle. Moi, j'aurais eu d'autres choses à voir avec vous. Non, mais c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, il y avait d'autres questions par rapport aux antigènes Lewis, etc. Mais bon, je ne sais pas si on peut rentrer. C'est pareil, on n'a aucune donnée. Et encore une fois, dans les publications qui ont regardé la totalité du génome, des polymorphismes, les études de Gouas, le gène FUT3 non plus, comme FUT2, ne sortent pas. C'est important quand même de noter là que dans la population, il y a tout de même peu de personnes qui ont de titres importants anti-Lewis. Et si le mécanisme est bien, comme je le pense,
implique les antigènes, les anticorps naturels anti-A, ou les anticorps humains anti-Lewis pourraient être impliqués. Peut-être y a-t-il un effet favorable uniquement pour les femmes multipares ou certaines femmes multipares incompatibles avec leur conjoint. Voilà, mais ça va faire une petite sous-population, en quelque sorte, difficile à extraire de ces données. On les a pas, en fait, donc c'est très difficile de répondre à la question. C'est difficile d'extraire des choses sur des choses comme ça, d'accord. Ok, j'avais une dernière petite question, si vous le permettez, mais c'est simplement, moi je connais la réponse, mais c'est par rapport à la capacité de la réponse de type IgG, hein, donc d'être potentiellement facilitante dans un modèle qui pourrait dévier avec d'autres études. Hein. Bon, on a pu en parler par ailleurs, mais enfin, bon, voilà, j'aimerais avoir votre opinion au moins là-dessus. Oui, effectivement, c'est un point important parce que c'est un risque, en effet, d'avoir des anticorps facilitants. Alors, in vitro, comme on le disait tout à l'heure, hein, ça n'a pas été étudié puisque tout simplement, ça serait dans le cadre des tests de neutralisation in vitro. On pourrait, à l'inverse d'une neutralisation, voir une facilitation ou une augmentation de la réplication du virus in vitro. Bon, mais en tout cas, in vivo, j'ai tendance à penser que si ça intervient, ça sera très faible, puisque ce qu'on a vu dans notre étude sur les couples en situation d'incompatibilité, c'est qu'on a un très bel effet de protection qui est presque qui est presque de moitié en quelque sorte, hein, ce qui n'est pas rien du tout. Vous vous souvenez que au moment du développement des vaccins, initialement, on disait que s'il y a un vaccin qui protégerait de 60%, ça serait un vaccin acceptable. Là, on est sur plus de 40%, hein, quelque part entre 40 et 50%. Donc, sans vaccination préalable, c'est simplement par des anticorps naturels qui sont déjà là. Donc, c'est quand même pas rien. S'il y avait un effet de facilitation, eh bien, on n'aurait pas ce niveau de protection. Oui, ça c'est... donc, in vivo, en tout cas, s'il y a facilitation, elle est mineure, c'est un effet mineur. Ça sera à voir in vitro, tout de même. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, moi, je pense que là, s'il n'y a plus d'autres questions, je peux rendre la parole à Anne. Oui, merci Laurent. Effectivement, je pense qu'on va pouvoir conclure ce webinaire. Je tiens à remercier chaleureusement Monsieur Le Pendu d'avoir participé à ce webinaire et de nous avoir éclairé de son exposé. Merci Laurent d'avoir joué le modérateur pour cette session. Merci à tous pour votre attention et n'oubliez pas que vous aurez accès au replay d'ici demain matin pour toute la journée, en tout cas demain sur la même plateforme et puis plus tard sur le site de Diagast. En tout cas, merci à tous, merci beaucoup et à bientôt sur la plateforme de Diagast Live. Bonne fin d'après-midi à tous. Merci, au revoir. Au revoir.